Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision que l'on commence sans plus tarder avec Info 10, le journal local et régional. Nous sommes le vendredi 3 septembre 2021 et suite à l'occupation de l'aéroport Paul Caraïbe par les Moon Guadeloupe, une rencontre avait été actée ce jour avec la sous-préfecture. Le rendez-vous a finalement été annulé puisque selon les services de l'État, les conditions d'un dialogue avec ces militants de Moon Guadeloupe n'étaient plus réunis. Apparemment, ils n'auraient pas apprécié quelques remarques sur les réseaux et un comparatif avec la Seconde Guerre mondiale. Et au vendredi 3 septembre, effectivement, la Guadeloupe compte 1210 nouveaux cas de coronavirus depuis lundi. Le taux de positivité est toujours en baisse avec 10,9%. Le taux d'incidence également en chute libre à 552 pour 100 000 habitants. 12 patients ont été évacués cette semaine et 43 personnes sont tout de même décédées ces 5 derniers jours. La plus jeune avait 36 ans et le plus âgé avec 88 ans. Les services de l'État qui précisent qu'aucune de ces personnes n'était vaccinée. Après, on a besoin de savoir si on parle de schéma vaccinaux complet ou pas. Ce serait bien qu'on ait la précision dans les communiqués à venir. Et on se pose une question, à savoir si le vaccin est finalement la seule solution contre le Covid. Une grande interrogation à l'heure où les études situent l'efficacité de ces remèdes entre 40 et 60%. Et s'ils réduisent les formes graves de la maladie, le niveau d'anticorps produit baisse drastiquement au bout de quelques mois, d'où ces tractations pour une 3e dose de rappel en automne. C'est que l'Europe n'a pas encore validé finalement. En tout cas, pour le docteur Portekop, le chef du SAMU, il faut tout miser sur le vaccin. Regardez. Je redirai, je n'arrêterai pas de dire que le vaccin, comme dans toutes les situations où le monde a été confronté à des pandémies ou des fléaux sanitaires, a été toujours, depuis que la vaccination existe, un objectif supérieur pour tout le monde de la recherche, c'est-à-dire se doter d'un vaccin. Donc quand on l'a, et quand ce dernier offre les garanties que celui-là a actuellement, on doit obtenir une immunité collective. Et vous constatez actuellement que les pays qui ont dépassé le stade de vaccination attendu ont moins de difficultés, leurs hôpitaux ne sont pas saturés, il y a peu de personnes en réa, et heureusement, ça nous permet, nous qui sommes en difficulté, de faire les transferts de nos patients vers la métropole parce que, heureusement, à la même période où la France finalement a rattrapé son objectif vaccinal, ils peuvent recevoir nos patients. Donc la démonstration est faite que si vous avez un territoire non vacciné, le variant Delta, il se propage au sein des non vaccinés. Et le cas d'Israël ? Israël, c'est un autre cas. Vous savez que de toute façon, les personnes vaccinées, on ne peut pas dire qu'elles ne seront pas un jour contaminées. Sauf que vous n'allez pas avoir de personnes qui vont dans les services de réanimation ou dans les services de soins parce qu'ils font des formes peu graves. C'est pas le problème. Les dernières études, Dr Portekop, démontrent que 63% des personnes hospitalisées en réanimation en Israël sont doublement vaccinées. Mais est-ce que vous avez le virus? Est-ce que c'est les mêmes virus? C'est le Delta, c'est le variant Delta dont on parle. On ne sait pas, je ne suis pas certain. De toute façon, lorsque vous avez une épidémie qui génère de la vaccination, après vous avez une épidémie qui va concerner les personnes vaccinées. Mais sur le lot des personnes que vous avez vaccinées, vous aurez toujours moins de personnes qui risquent d'avoir des problèmes graves que si vous n'aviez jamais fait cette vaccination. Et c'est l'objectif. Donc, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Moi, je peux dire qu'au stade où nous en sommes, si vous avez encore envie d'expliquer aux gens qu'ils peuvent espérer franchir cette difficulté en refusant le vaccin, vous prendrez vos responsabilités. Moi, je sais lesquelles j'ai à prendre. Parce que moi, je les vois, les personnes qui sont en difficulté. Donc, de ce côté-là, je crois que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Nous avons donné des informations. Nous n'arrêtons pas de donner des informations. Ce que je regrette, c'est qu'il y a une facilité à dégainer des arguments qui n'ont pas de valeur scientifique
par rapport à... On prend des rapports et des études qui sont faites par des scientifiques comme vous, docteur Portekop. Donc qu'on n'ait pas les mêmes points de vue, on peut entendre. C'est pas la question. C'est pas moi qui invente les données. Non, mais vous savez, la publication dans les études ne fait pas forcément mention que de choses qui sont vérifiées, confirmées. Il faut redire que par rapport à nos problèmes actuels, si nous avions pu être vaccinés, comme par exemple la Réunion l'est actuellement, pour être en contact tous les 3 jours avec les homologues de la Réunion, les choses sont beaucoup plus simples à gérer, surtout sur le territoire archipélagique, que actuellement chez nous qui avons beaucoup de difficultés avec notre système sanitaire. Le docteur Portekop qui est revenu sur une notion qui fait beaucoup débat, à savoir l'immunité collective. Et dans la matinale du 23 août dernier sur CNews, Laurence Ferrari avait interrogé le professeur Didier Raoult, le plus grand virologue de France, sur cette fameuse immunité collective. Et sa réponse était assez surprenante. Il a d'ailleurs été rejoint depuis par plusieurs scientifiques mondiaux. On l'écoute. Collectif, je ne sais pas ce que c'est. Quand on a tellement ralenti, vous le savez mieux que moi, vous êtes microbiologiste, la circulation du virus qu'il disparaît. Ça n'existe pas, ça. Si vous arrivez à corriger toute la population, à avoir une immunité de toute la population, il n'y en a pas. Entre ça, la raison pour laquelle les maladies disparaissent, moi, bien sûr, je ne vois pas le côté immunitaire, je vois le côté du virus. Les virus, on travaille là-dessus, c'est un point intéressant. Dans ces épisodes successifs d'un virus, les mutations d'un virus, au bout d'un moment, il y a les deux manières extrêmes pour un virus de s'implanter, c'est soit d'être très agressif et très rapide, soit d'être lent et pas mortel. Et dans la plupart des cas, vous voyez, la grippe par exemple, vous voyez, la première du XXe siècle est incroyablement rapide et mortelle. Et cette forme-là disparaît. Et petit à petit s'implante des formes de grippe qui sont beaucoup plus banales, beaucoup plus communes. Il y a des formes asymptomatiques qu'on ne connaissait pas. C'est ce qui pourrait arriver avec le Covid-19. On pourrait arriver dans 2, 3 ans, 4 ans. Peut-être plutôt que ça, parce que, encore une fois, si on arrive à avoir les données telles que, si elles se confirment telles qu'on les voit, on voit que déjà le variant indien, contrairement à ce qui a été dit, est plutôt moins grave, si vous voulez, déjà, que ne l'était le variant anglais, qui lui-même, nous ici, moi je ne parle pas des autres, mais nous c'est des vraies données qu'on observe, était déjà moins grave que celui qu'on avait, qui était Made in France, là, le Marseille 4. Donc on a l'impression déjà que l'on a une diminution de la gravité, et on est en train de regarder, en train d'analyser, de savoir si le portage dure plus longtemps, qui irait dans ce sens-là. Et donc, si on a un portage plus long, avec des formes moins graves, plus longtemps le virus, c'est voilà, ça. Mais ces virus s'imposent par le temps. Et de retour chez nous, la tension hospitalière est toujours forte et à défaut d'aller au CHU, certains malades bénéficient de dispositifs d'hospitalisation à domicile et plus particulièrement de concentrateurs à oxygène. Ces matériels essentiels dans la lutte contre le Covid-19 nous ont fait défaut au moment crucial, faute de stock suffisant. Mais comment avoir accès à ce type d'équipement qui visiblement commence à arriver sur le territoire? L'ARS a annoncé justement la livraison de 304 concentrateurs à oxygène qui ont été livrés et sont mis à disposition du public. En tout cas, on revient sur le process avec Brigitte Orange-Phaéton, infirmière libérale. Un patient qui a des problèmes respiratoires, une détresse respiratoire ou quelque chose de chronique, il consulte son médecin traitant. Le médecin traitant évalue, fait son diagnostic et évalue si la personne nécessite ou pas de l'oxygène. Ainsi, il établit une prescription. Donc, c'est dans le cadre de notre prise en charge infirmier que le patient nous présente sa prescription et là, soit la famille se charge de se rapprocher d'un prestataire, donc ils sont nombreux quand même sur notre territoire, ou soit nous, si on a des prestataires qu'on connaît avec qui on est habitué à travailler ou qui sont disponibles, on les appelle pour pouvoir livrer de l'oxygène. Sauf que, comme on sait, avec le nombre de patients Covid qu'on a eu ces derniers temps, il y a eu, quand on appelait les prestataires, certains nous répondaient qu'il n'y a pas d'oxygène.
C'est déjà arrivé 2-3 fois, des prestataires qui nous disent il n'y a pas d'oxygène, ou pour certains patients qui avaient un appareil, un concentrateur, parce qu'il y a les concentrateurs, ce sont des appareils à oxygène qui sont électriques, et on branche sur des secteurs, et qui doivent être accompagnés d'un obus. Vous pensez bien qu'au domicile, des patients qui sont dépendants d'oxygène deviennent aussi, et que cet extracteur concentrateur dépend de l'électricité. Vous pensez bien qu'en cas de coupure d'électricité, on se retrouve dans une grande difficulté, surtout si ces patients-là n'ont pas d'obus. Ça a été le cas. Et Dieu merci, cette période a, j'espère, pas duré. Mais était suffisamment difficile. C'était difficile parce que, vous savez, quand on a besoin d'oxygène, l'oxygène, c'est la vie, d'accord ? Quand on a besoin d'aide pour respirer, la seule façon d'apporter de l'aide pour respirer, c'est d'apporter de l'oxygène. Donc, quand on est à l'hôpital, c'est facile de pouvoir brancher parce que l'hôpital est doté dans ses murs d'oxygène. Mais en ville, plus on va passer du temps à taper sur toutes les portes des prestataires et qu'à chaque fois on a des portes fermées, je vous avoue que c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile parce que donc ces personnes-là ne peuvent pas être maintenues au domicile. Vous pensez bien qu'une personne qui est en détresse respiratoire, nous les infirmiers libéraux, on ne va pas tout faire pour le maintenir à domicile. Donc le seul choix unique que nous avons, c'est d'appeler le 15 et de le faire transférer à l'hôpital. Parlons maintenant de l'UTAS-UGTG qui refuse l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Ces professionnels de santé qui sont au contact de personnes porteuses de handicap souhaitent pouvoir disposer de leur corps comme ils l'entendent. Le reportage. Mercredi, nous en mobilisation intersyndicale avec CGTG, FO et MONU syndiqués et non syndiqués par rapport au fait que employeurs nous commandent nous à passe vaccinal et ni schéma vaccinal complet. Et donc par rapport au fait que nous travaillons avec les personnes handicapées et que nous ne sommes pas d'accord à ça parce que nous demandons à mobiliser tout le monde qui est vacciné, qui n'est pas vacciné. Nous pas contre pour nous vacciner, simplement que c'est nous la vacciné, yo contre les faits que yo obligé nous à vacciner nous, nous libérer des corps nous parce que nous estimons que corps nous c'est en nous. Nous quoi apprendre ce type là ça, ces usagers là ça et nous peut pas dire point là que quoi yo pas ta yo et que tant nous non plus pas tant nous. Donc par rapport à la discrimination là ça nous décidé de mobiliser et tout corps confondu et que nous besoin faire et patron là et il faut l'ARS pour dire l'ARS comme ça que nous c'est des hommes et des femmes avant tout et que nous pas qu'à à accepter et loi liberticide là ça. Sauf que déjà dans premier contrée et que yo dans notre contrée le 11 septembre à moi là ça et donc nous faisons part des mécontentements nous et que nous pas d'accord avec ça et que quand il là yo pour le moment yo seul bité yo ça dit nous que yo pas qu'à et commenter en décision ministérielle mais pas parce que c'est en décision ministérielle que c'est en bon loi et quand c'est en loi juste parce que les lois là ça vraiment discriminatoire et liberticide surtout. Ça, nous avons décidé en intercommunalité de savoir qui gens nous allons poursuivre, mais nous pas qui la guerre, ça c'est sûr. Et on enchaîne avec le dernier meeting des organisations syndicales en lutte toujours contre ce pass sanitaire et cette obligation vaccinale. Ils sont en train de sillonner toute la Guadeloupe en vue de la mobilisation générale à venir. Le reste en images. Un meeting sur la mobilisation contre l'obligation vaccinale assortie de sanctions pour les travailleurs qui refusent de se faire vacciner. Et nous, c'est ça nous avons dénoncé au niveau du journal Rebelle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas anti-vaccins, mais nous contre le fait que nous sanctionnés, que nous licenciés, que nous prenons salaire à monde qui a travaillé, qui ne veut pas vacciner. Et donc c'est en ce sens-là ça que nous avons crié tout le monde, tout jeune, tout travailleur, tout chômeur, tout lycéen, à rejoindre l'IT là ça, pour justement lutter contre ces sanctions-là, contre ces mesures-là, qui prend contre ces travailleurs-là. Donc, je là, nous sommes debout à un meeting
côté site à Bémaro, parce que nous comptons l'obligation vaccinale et le pass vaccinal. Et malgré tout ça, il y a fait toute manœuvre que l'État français a portée pour faire en sorte que la mobilisation nous pas marché, que les gens pas venir en meeting en nous avons vu que le peuple Guadeloupe toujours là. Et donc nous continuons vers le peuple Guadeloupe parce que yo du bout, yo contre l'obligation vaccinale. Donc les 30 organisations qui là, nous continuons à mener le combat là. Et sans ça, ça nous a demandé tout mandat à l'UGTG et puis à les autres aussi, organisations syndicales, à organiser dans les entreprises de façon à ce que nous faisons en sorte que le 9 septembre, nous faisons en sorte que la majorité d'entreprises en grève pour dire non à l'obligation vaccinale et au pass vaccinal. Le conseil scientifique n'a pas vocation à faire ce genre de manifestation. Aujourd'hui, nous faisons plus de l'information. Nous sommes évidemment contre le pass sanitaire. Donc, s'il y a des membres du conseil scientifique présents lors des manifestations, ce sera pour pouvoir rappeler l'information que s'il s'agit d'une maladie qui se soigne. Donc Guadeloupe, il faut nous mettre nous debout, tous ensemble, nous ni déjà en d'autres rendez-vous en mobilisation samedi à Petit Bout. Il faut nous en masse pour dire l'État français, les côtés longs, les mandinix que nous pas d'accord à l'obligation vaccinale et soignez-nous, arrêtez de tuer nous parce qu'il y a des criminels, c'est des assassins. Un reportage signé Vianney Valverde. Et le 28 août dernier, notre ami Xavier Foucan s'est éteint. Nous l'avons accompagné vers sa dernière demeure aujourd'hui, le jour de sa date d'anniversaire. Il aurait eu 37 ans et tous ceux qui l'ont connu savent à quel point c'était un homme qui avait un franc-parler. Il était très direct, c'est très plaisant. Moi, j'adore ce genre de personne. Et c'était un bon vivant. Alors vraiment, un très bon vivant. Et donc, on lui a rendu hommage comme il se doit. Regardez. Vous si nombreux qui êtes venus rendre hommage à Xavier, je vais vous demander à tous de lever vos poings en termes de remerciement, d'amour, de partage sur cette belle mélodie. Rien n'est plus affligeant que la mort du cœur, la mort de l'homme est secondaire. Ton cœur était grand, Xavier. C'est la raison pour laquelle, en ce jour de pleurs, le cœur des Mordaliens saigne et souffre. Nous te regrettons, tu pars, nous t'aimons.
Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. Avant de refermer cette page d'actualité, notez que les Moon Guadeloupe sont toujours devant la sous-préfecture. Ils ont décidé de ne pas bouger tant qu'ils ne seraient pas reçus par le sous-préfet. Bon, l'heure du couvre-feu arrive, donc on verra bien quelle tournure ça prend. En tout cas, passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. N'oubliez pas que sur notre antenne, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient lundi à 19h. Un bon week-end à vous. À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, Sport 10, l'actualité sportive du département. Ce sera avec Séverine Méridan tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Madly Gongré, bonsoir au général Franck Abar, bonsoir à Maude Petitpas, bonsoir et bisous à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Jimmy Kamagouva Aliar, bonsoir à Myriam Gestel, bonsoir à Willem Cancel, bonsoir à Katia Gloiras, bonsoir à qui d'autre, à Emlise Zayon, bonsoir à Chantal Miati, bonsoir à Marlène Laco, à Pamela Vernet, à Métri Roots Vinilove, bonsoir à Marius Labissi, bonsoir à qui d'autre, ah, Willem Cancel qui nous laisse un message qui nous dit que Harold, pas que ce même professeur Raoult a dit de prendre le vaccin, sommes-nous dans l'information sélective? Ah ben, il faut écouter les propos du professeur Raoult sur la vaccination. Il ne l'a recommandé expressément que pour les personnes vulnérables justement, donc les personnes âgées et les personnes immunodéprimées ou bien atteintes de comorbidité et uniquement un public cible en fait. Il n'est pas pour la vaccination de toute la population française ni toute la population guadeloupéenne d'ailleurs. Et comme vous avez pu l'entendre, l'immunité collective n'est qu'un leurre. Et bonsoir à tout le monde, à Acron-Bessy, Corneille, bonsoir à qui d'autre, à Franciane Nubré, à Marcelin Comment, à Fred Nafer, bonsoir à Elexin Mathieu, et ce sera tout. Et Catherine Dupuis et Lovelise Pécontral, en tout cas merci à vous tous qui nous suivez sur les réseaux. La tranche info, ça continue après la coupure pub, vous retrouverez Séverine Méridan pour Sport 10.